Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 24 juin 2023 et dans cette vidéo nous allons débriefer ensemble les actualités qui font un petit peu de bruit dans le monde Red Hat en ce moment. Tout a commencé avec ce billet qui a été publié il y a quelques jours sur le blog de Red Hat le 21 juin 2023. Vous avez été nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux, me mentionner sur des tweets qui relaient cette information et me demander aussi par message privé si je pouvais faire une vidéo qui explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là autour de ces actualités. Donc, je me suis laissé un petit peu de temps, vous voyez, on est là 3 jours après, pour vous synthétiser ces informations afin que ce soit clair et structuré, vous réexpliquer un petit peu le contexte qu'il y a autour de Red Hat et de cet article, tout en enlevant ma casquette un instant de contributeur d'Alma Linux. Donc là, on va vraiment parler de Red Hat et je fais abstraction du travail effectué sur un clone de Red Hat pour ma part. Je vous rappelle que Red Hat, c'est une société, c'est un poids lourd dans le monde du logiciel libre et de l'open source. Pour juste vous illustrer cela, je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo de cet article du site lvn.net qui vous montre ici les contributions par les différentes sociétés apportées entre le noyau Linux 6.2 et 6.3. Et si on regarde au niveau du nombre de changements effectués sur le noyau dans cette période de développement du noyau 6.3, Red Hat représente 7% des changements effectués, ce qui fait plus de 50 000 lignes modifiées, et donc en nombre de lignes, Red Hat a modifié pendant le développement du noyau 6.3 5,1% des lignes totales modifiées par les autres acteurs. Vous avez donc ce tableau. Donc vous voyez que Red Hat produit quand même un travail assez important sur le noyau Linux, qui est un point commun de l'ensemble des distributions Linux. Et donc Canonical, avec Ubuntu, Debian, profite du travail qui est réalisé par Red Hat. Ensuite, Red Hat a fait sa distribution Linux, ils ont pris le noyau Linux, ils ont ajouté des briques, les briques traditionnelles qui font une distribution Linux, et ils ont fait leur distribution Red Hat Enterprise Linux, qui, comme son nom l'indique, est une distribution Linux faite par Red Hat à visée entreprise. Je vous mets ces deux petits dessins qui vous réexpliquent rapidement comment fonctionne Red Hat Enterprise Linux et son cycle de développement. Ils ne partent pas d'une feuille blanche, ils prennent Fedora comme base, qui est une distribution Linux communautaire qui est focalisée sur l'innovation. On le dit assez souvent à chaque nouvelle version de Fedora qu'il y a l'ajout de nouvelles technologies, de nouveaux trucs dans la distribution. Sauf que ça, c'est pas terrible pour faire une distribution à orientation entreprise. Donc, on a Fedora qui est là, vous voyez le cycle de développement de la Red Hat Enterprise Linux 9, on en a déjà parlé. Sa base c'est Fedora 34. Ensuite on va avoir la fabrication de CentOS Stream 9, donc CentOS Stream est là pour servir de base de développement et de test pour arriver à la Red Hat Enterprise Linux qui est ici, qui elle se focalise sur la stabilité, la sécurité et la performance à orientation entreprise. Ce qui signifie que la distribution va devoir effectivement être stable. Dans une Red Hat Enterprise Linux, on va avoir beaucoup moins de paquets que dans une Fedora. Il va y avoir une focalisation sur un seul environnement de bureau pour bien l'intégrer, l'environnement de bureau GNOME, quelques applications utiles dans un cas entreprise, et comme ça, le processus qualité va pouvoir être soigné sur les paquets strictement nécessaire et pas, que les ressources soient gaspillées. On se focalise sur ce que doit faire la distribution et à qui elle doit répondre. Autour de cela, on va avoir de la documentation évidemment, du support, des outils dont le portail Red Hat que je vous ai déjà présenté, qui vous montre le statut de tous vos serveurs ou stations de travail Red Hat Enterprise Linux enregistrés, avec le suivi des mises à jour, etc. Donc, tout ça, c'est un gros plus. Un aspect sur la sécurité, évidemment, comme l'ajout de SE Linux. Un support très long, ça on apprécie dans le monde entreprise, 10 ans, comme Canonical le fait avec Ubuntu et SUSE avec sa SUSE Linux Enterprise. Et
ce long support de 10 ans va quand même poser des problèmes. Par exemple, Red Hat Enterprise Linux 8 est fourni avec PHP 7.2, 7.3, 7.4, 8.0. PHP 7.4, aujourd'hui, n'est plus supporté officiellement par PHP. Mais Red Hat va garder cette version de PHP, ce qui fait que si on a un applicatif qui nécessite cette version-là de PHP, eh bien, au cours du cycle de vie de toute la distribution Linux, en mettant à jour sa distribution, on va avoir des correctifs de sécurité qui, dans le cas de PHP, vont nous être proposés par Red Hat, mais on va rester sur cette version exacte de PHP 7.4 et on ne va pas se retrouver avec des fonctions dépréciées d'un composant fourni dans Red Hat Enterprise Linux, et donc de casser l'applicatif qui tourne dessus ou casser la compatibilité avec des scripts ou des usages et ne pas changer la syntaxe d'un fichier de configuration pour un composant serveur par exemple. Mais dans ces 10 ans, Red Hat va réaliser des backports, des rétroportages en français. C'est le cas notamment avec le noyau Linux où si je prends l'exemple de cette Red Hat Enterprise Linux 9, on a un noyau 5.14. Bon, Red Hat va se dire à un moment donné, bah tiens, on va prendre des éléments du noyau 6.1 pour pouvoir supporter du matériel plus récent, améliorer les performances de notre Red Hat Enterprise Linux 9, même si elle utilise un noyau 5.14. Si je vous explique tout ça avec une introduction assez longue sur le contexte de Red Hat, pourquoi et comment, c'est pour bien que vous compreniez l'intérêt de ce genre de distribution Linux. Et c'est sûr que si vous dites « Ah non, Red Hat, c'est nul et tout, moi je vois que par Arch Linux », c'est pas le but de la vidéo, c'est bien que vous compreniez l'intérêt de cette distribution, qu'elle a sa place, qu'elle a ses utilisateurs et ses usages. On va noter aussi que Red Hat ne vend que de l'open source, je vous le précise quand même, et s'interdit d'avoir du code propriétaire dans sa distribution. C'est pour ça que vous n'avez pas les pilotes de cartes NVIDIA dans les dépôts de Red Hat. Et aussi, juste si Red Hat veut inclure des nouvelles choses dans sa distribution Linux, elle ne va pas le faire dans sa distribution, elle va le faire pour la communauté en ajoutant les fonctionnalités, ce qu'ils veulent dans le projet upstream, comme on dit, donc dans l'outil en question, ou dans Fedora directement, pour ensuite lui faire suivre le cycle de vie jusqu'à Red Hat Enterprise Linux. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas faire leur développement dans leur coin pour les mettre dans leur distribution, ils vont toujours contribuer à l'open source, à la racine du projet, pour que ça resuive le cycle de développement et que tout le monde puisse en profiter. Donc si on revient ici à l'article qui franchement n'est pas une surprise parce que on voyait le vent venir. Depuis décembre 2020, on a vu que le projet CentOS se focalisait sur CentOS Stream, a mis rapidement fin à CentOS 8 telle qu'on la connaissait. Quelque temps après, on a eu la mise à disposition gratuitement des licences développeurs qui vous permettent d'utiliser jusqu'à 16 systèmes Red Hat sans dépenser un sou. On l'a vu à travers plusieurs vidéos, tout cela. Et donc, l'article ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous refait un peu l'histoire ici en nous indiquant qu'il y a un peu plus de 2 ans, Red Hat a introduit CentOS Stream, qui est le point central de la collaboration avec Red Hat Enterprise Linux. Et là, CentOS Stream, donc, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce système ? Il va permettre de diminuer le temps de retour entre les ingénieurs Red Hat et les partenaires, les clients, la communauté, pour justement avoir une meilleure énergie pour ajouter toutes ces innovations au sein de Red Hat Enterprise Linux. Il y a un petit dessin que je trouve vraiment pas mal qui explique comment c'était avant et comment c'est maintenant. Avant, lorsqu'on voulait des nouvelles fonctionnalités, on contribuait à Fedora. Ensuite, de Fedora arrivait Red Hat Enterprise Linux, donc là on a Red Hat qui contribue. Et ensuite, après, on a, dans le cycle, CentOS Linux. Et donc, si dans CentOS Linux, la communauté, elle veut contribuer, elle veut ajouter des éléments, corriger des bugs ou autre, on a des infos ici.
elle remonte jamais à Red Hat. Et donc si on veut contribuer, on doit remonter la filière, aller jusque chez Fedora, pour que ça redescende chez Red Hat. Avec le nouveau système, c'est beaucoup plus sympa, puisque la communauté, comme d'hab, contribue à Fedora, ça change pas. On a CentOS Stream qui est là au milieu, et donc on va pouvoir utiliser CentOS Stream, on va pouvoir contribuer à CentOS Stream, corriger des bugs, demander une nouvelle fonctionnalité, etc. Et ça va directement bénéficier à Red Hat. Donc, je trouve que le truc est assez sympa dans l'illustration ici, et de voir que finalement le développement et la contribution est quand même plus fluide avec le nouveau système. Si je reviens ici, donc là, il nous parle un petit peu des Special Interest Groups, les SIG, qui sont globalement des communautés qui vont permettre d'ajouter des nouvelles technologies en participant à CentOS Stream et en participant au projet open source directement. Donc il y a un petit dessin là que je vous mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo qui montre bien donc ici les SIG avec Automotive SIG qui donc contribuent directement à CentOS Stream Red Hat et au projet open source. C'est ce qui est développé dans l'article là. Ici, Automotive SIG est un exemple de cela. Les partenaires matériels ont utilisé CentOS Stream pour prendre en charge de nouvelles technologies matérielles plus rapidement, et donc grâce à CentOS Stream, le développement de Red Hat Enterprise Linux est plus transparent et plus ouvert que jamais. Bah oui, on revient donc sur ces dessins-là, on voit qu'il y a la participation ici et ça arrive direct dans Red Hat, c'est plus rapide. Alors, ce qui est intéressant là, surtout, c'est d'aborder cette question. Pourquoi ce changement? Pourquoi aujourd'hui ce changement? Avant CentOS Stream, qu'est-ce que faisait Red Hat? Eh bien, il poussait les sources sur git.centos.org. Quand le projet CentOS s'est recentré sur CentOS Stream, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont continué à maintenir le git.centos.org et fournir les sources de CentOS Stream sur le projet CentOS Stream. Mais ça, maintenir ces deux éléments était inefficace, c'est ce qu'ils nous disent. C'est redondant, c'est inefficace. Donc, si vous voulez, ça nécessitait beaucoup de travail. Mais les sources étaient toujours là, sur git.centos.org. Et donc, des distributions Linux comme Alma Linux ou Rocky Linux qui prenaient leurs sources directement sur git.centos.org pour faire leur clone de Red Hat, puisque là, on avait bien quasiment les sources de Red Hat, et ben, elles vont plus pouvoir les utiliser. Et donc, Alma Linux a communiqué sur son blog et fait le constat de ce qu'on vient de dire là, juste à l'instant. Et donc, Alma Linux ne va plus pouvoir reprendre les sources sur le git.centos.org pour faire une distribution gratuite, sans enregistrement et communautaire, telle qu'était CentOS à l'époque. Le cas ici se pose aussi avec Rocky Linux, EuroLinux et toutes ces autres distributions pour lesquelles on peut se poser une question. C'est pour ça, vous voyez, que j'enlève ma casquette de contributeur d'Alma Linux. Quelle est la valeur ajoutée d'une Alma Linux ou d'une Rocky Linux par rapport à une Red Hat Enterprise Linux, si ce n'est que de l'avoir gratuite? Alors, vous savez que pour l'apprentissage, si vous voulez voir comment fonctionne un système, ou pour le développement, vous pouvez souscrire à cette licence développeur, on l'a vu, et vous pouvez rattacher 16 Red Hat Enterprise Linux gratuitement. Vous renouvelez ça tous les ans, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez partir sur une CentOS Stream. Après, c'est vrai que ces clones de Red Hat Enterprise Linux peuvent être utiles pour avoir une distribution Linux sans contrainte sur un serveur VPS par exemple. Vous êtes tranquille 10 ans, vous n'avez pas la contrainte, vous avez ça. Alors, je vous rappelle quand même que vous pouvez installer et utiliser Red Hat Enterprise Linux sans licence, ou, devrais-je dire pour être très précis, souscription. Si vous installez une Red Hat Enterprise Linux, vous n'avez pas de licence, le système ne va pas tomber en panne, s'arrêter de fonctionner ou rebooter toutes les 2 heures. Vous pourrez juste ne pas installer de logiciel ni mettre à jour votre système. Vous ne pourrez pas aller contacter les dépôts de Red Hat Enterprise Linux. D'ailleurs, vu qu'on parle de licence, juste pour information, ici, voici les tarifs pour Red Hat Enterprise Linux. Donc, globalement, $1 aujourd'hui, ça vaut 92 centimes d'euros. Donc,
prenez ça un tout petit peu moins cher, on va dire que pour 330 € par an, vous avez une licence pour Red Hat Enterprise Linux Server. Pour les stations de travail, ça va être un peu moins de 170 €, je pense. Ok, donc c'est pas exorbitant hein, comme tarif pour une entreprise. Sachez que quand vous avez de la virtualisation, ce qui est le cas par exemple chez nous avec de la virtualisation VMware, hein, vous pouvez licencier un serveur ESX pour 2300 € environ, et après vous pouvez faire fonctionner un nombre illimité de Red Hat Enterprise Linux. Donc si vous avez un serveur VMware avec un ESXi donc dessus qui a, je sais pas moi, 1 Tera de RAM, et ben vous pouvez faire fonctionner autant de VM Red Hat que vous voulez si cet ESXi est licencié pour 2350 €, quoi. Donc pour 2350 €, vous avez un nombre illimité. Donc c'est vrai que c'est pas, c'est pas non plus extraordinaire hein, comme tarif d'un point de vue entreprise. Après, c'est vrai que si c'est trop cher pour une petite ou moyenne entreprise, une PME, qui d'ailleurs à toutes fins utiles peut prendre aussi du Windows Server qui est aussi cher que ça. Hein. Bon, si une PME se dit bah ouais, c'est cher Red Hat, bah, c'est peut-être que cette distribution n'est pas adaptée pour elle. Si on veut du stable et du long terme, bah ça coûte de l'argent parce qu'il y a du travail derrière quand même ce que fait Red Hat. Mais c'est vrai que Red Hat pourrait faire des offres peut-être raisonnables pour les PME par exemple. Petite parenthèse, Red Hat, donc, c'est une souscription que vous devez avoir pour utiliser le système, obligatoirement. On est averti hein, quand même quand on veut utiliser Red Hat. Là où d'autres distributions Linux, telles que Ubuntu, par exemple, bah, proposent son système gratuitement et la souscription, elle vient en facultatif. Vous pouvez l'utiliser sans souscrire au support. Red Hat égale souscription. Ça, on peut pas y déroger, quoi. Donc finalement, on peut comprendre quand même que les sources de CentOS Stream soient accessibles, hein, produit à partir duquel Red Hat Enterprise Linux est construite, mais pas le produit fini qui a quand même une valeur ajoutée et un travail considérable hein, fait par Red Hat. Hein. Red Hat, c'est la distribution, mais c'est aussi tout l'écosystème autour qui ne fonctionnera pas, d'ailleurs, avec Alma Linux, Rocky Linux, tel que le portail avec la liste de vos systèmes, les vulnérabilités qu'il y a dessus, les solutions qui vont là autour, telles que Red Hat Satellite. Je ne vais pas rentrer dans les produits Red Hat, je viens pas là pour promouvoir Red Hat, mais bien pour vous expliquer cela. Donc, sans l'accès aux sources de Red Hat Enterprise Linux, le produit fini, et ben, Alma Linux ne peut plus devenir, à cet instant où je vous parle, une distribution en aval de Red Hat Enterprise Linux, et donc être estampillé aussi stable que celle-ci. Alors eux, chez Alma Linux, ils sont en cours de discussion avec Red Hat sur le sujet. Éventuellement, je pourrais vous tenir au courant si ça vous intéresse. J'ouvre juste une petite parenthèse Alma Linux ici pour vous dire que cette distribution propose des outils à valeur ajoutée, hein, tels que les outils de montée en version du système, comme on l'a vu sur cette chaîne, fameux outil Elevate, hein, ce que CentOS Stream ne permet pas de faire, la montée en version à ce jour, de manière officielle. Alma Linux sert de base aussi pour les systèmes minimalistes qui vont faire fonctionner des data centers. C'est ce pourquoi d'ailleurs Alma Linux a été créé, pour continuer cette création de systèmes minimalistes qui, au préalable, était basé sur CentOS, hein, pour faire fonctionner certains data centers. Alma Linux est une distribution créée par une communauté, sponsorisé par une société qui est Cloud Linux, comme Fedora est sponsorisé avec Red Hat. Donc on est dans le même ordre d'idées, et Alma Linux ne vend pas de support. Hein. Je précise, c'est une société externe qui s'appelle Tuxcare qui vend du support commercial sur Alma Linux et qui propose des systèmes de live patching du noyau, de bibliothèques telles que OpenSSL par exemple. Hein, on en avait parlé notamment avec l'outil KernelCare sur cette chaîne qui est la seule vidéo sponsorisée sur la chaîne à ce jour. Et on avait vu que la solution KernelCare fonctionnait également sur Debian par exemple. Donc c'est pas propre à l'écosystème Alma Linux. Je vais ouvrir une deuxième parenthèse, après on revient au sujet. Pour Alma Linux, je me fais personnellement pas de soucis, car derrière, on sait qu'il y a la société Cloud Linux, il y a des grandes sociétés telles que
Microsoft, oui, Azure, et AWS. Pour Rocky Linux, ben, je sais pas trop, hein, et les autres clones de Red Hat comme EuroLinux, dont on n'entend pas souvent parler, hein, s'ils basculent sur une copie de CentOS Stream, ben, il n'y aura plus trop d'intérêt de les avoir. Parce que ces clones de Red Hat, ils offraient quand même des objectifs complémentaires à Red Hat, hein, comme EuroLinux par exemple, ou Alma Linux, parce que c'était créé par la communauté avec le support de la communauté. Hein. Le problème de Rocky Linux, c'est que eux, ils reprennent les sources de Red Hat, ils proposent gratos leur distribution et ils vendent leur support commercial dessus. Donc ça fait un peu, je te pique ton taf, Red Hat, je le refourgue gratos et je fais du fric dessus avec un support bon. Pour Rocky Linux, j'ai peu d'espoir sur son avenir, on verra. D'ailleurs, quand vous installez une Rocky Linux, hein, vous êtes prévenu, regardez, j'ai pris une capture d'écran, vous êtes prévenu, hein, quand on l'installe, c'est bien noté dans la licence, ici, Rocky Linux comes with no warranties and guarantees. Ok, hein, donc on est prévenu quand on utilise Rocky Linux, et je crois que la licence de Alma Linux, c'est exactement pareil. Hein, donc, qu'on ne soit pas forcément étonné de se dire ouais, on est choqué. C'était écrit dans la licence, hein, vous avez coché la case pour accepter. Donc on sait à quoi s'attendre là-dessus. Je ferme la parenthèse et je vais traiter du dernier sujet qui vous intéresse aussi, parce que cette annonce ici de Red Hat, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah ouais, mais est-ce que la licence, elle autorise ça franchement, c'est pas bien, ils gardent les sources pour eux. Du coup, est-ce que ça viole pas la GPL ?» Alors regardez, on est sur le site gnu.org, dans la foire aux questions de la GPL, et cette licence, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il faut laisser un accès au code source pour un logiciel compilé. C'est tout ce qu'elle dit. Donc, dans le cas de CentOS Stream, quand on a le logiciel compilé, on a accès au code source de ce logiciel sur le Git de CentOS Stream. Ok. Et bien c'est pareil avec Red Hat. Si on a un logiciel compilé sur notre Red Hat, le RPM, on a accès à sa source, le SRPM, hein, sur le portail de Red Hat parce qu'on est client. Donc, dans ce deuxième cas, la licence est respectée car elle ne dit pas que quand on distribue un logiciel binaire à un client, le logiciel compilé, les sources doivent être données à tout le monde, sur la Terre, dans le monde entier. Non, elle dit juste que si on a le logiciel binaire, on doit avoir les sources. Et donc si on est client chez Red Hat, eh ben on a le logiciel binaire et donc on a accès aux sources, parce qu'on est client chez Red Hat. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers les deux paragraphes là, directs qui vous donnent des informations complémentaires sur la réponse à la question que est-ce que un programme qui est sous GPL, est-ce qu'il faut le payer pour l'obtenir? Est-ce que ça viole la licence? Non. Vous avez des explications ici. Et le deuxième paragraphe qui est assez intéressant, c'est est-ce que la GPL m'autorise à faire payer des exemplaires de mon programme? Oui. Hein, c'est pas parce que c'est un logiciel libre que c'est forcément gratuit. Hein, logiciel libre ne veut pas dire gratuit à tous les coups. Parce que derrière, il y a de l'exploitation, il y a de la mise en forme, il y a du packaging, tout ça, c'est du travail, et tout travail mérite salaire. Donc, ça, on peut faire de l'argent sur du logiciel libre, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Et donc, le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Voilà tout ce que je pouvais dire pour débriefer un petit peu tout ça. Alors la vidéo a été longue, je ne sais pas combien de temps elle dure parce que j'ai coupé à plusieurs endroits. En tout cas, je voulais vous faire un résumé, mais surtout vous expliquer plein d'aspects, histoire que vous compreniez dans l'ensemble qu'est-ce qui est indiqué ici par Red Hat dans ce billet, qu'est-ce que cela impacte, pourquoi ils ont fait ça, et tout ce qui en découle, et comment ça fonctionne. Voilà, je voulais vraiment traiter de manière assez complète cette information. Donc au final c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, quoi, hein, parce qu'on pouvait s'en douter avec le changement de stratégie de Red Hat sur CentOS Stream fin 2020, les licences développeurs gratuites en février 2021, donc à la limite ouvrir le monde Red Hat à tous avec justement ces licences développeurs gratuites, hein, permet aussi de se recentrer sur le monde Red Hat et de le rendre accessible à tous. Donc
vu que tout travail mérite salaire, on peut comprendre que Red Hat ne voit pas forcément d'un très bon œil ces clones, d'autant plus que c'est ouvert à tous maintenant. Et que, au final, s'il fallait conclure quelque chose aussi, c'est que s'il y a des clones de Red Hat, c'est peut-être parce qu'on sait que Red Hat est d'une grande fiabilité et d'une grande robustesse. Mais cette fiabilité de Red Hat, et donc de ses clones, elle est quand même là parce que des gens achètent Red Hat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais monter tout ça parce que j'ai 10 parties, j'ai coupé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces actualités dans les commentaires de la vidéo. Et comme d'habitude, tous les liens qu'on a vus ici, vous les avez dans le descriptif, plus le rattatage. Allez, ciao ciao, bye bye.